Quand quelqu'un ne vous aime plus, peu importe ce que vous faites, vous ne pouvez pas changer sa perception de vous. Il est en tout cas très rare de voir une personne qui ne vous appréciait pas dans le passé et finalement changer de couleur, charger la vapeur et dire bon voilà, je me suis vraiment trompé sur sa personnalité, je m'en excuse. My bad. C'est très rare. C'est très rare de voir des gens qui apparemment, en tout cas dans le passé, passaient négativement de vous et soudain après avoir remarqué ce que vous êtes en réalité disent écoute cher, je suis vraiment désolé Patrick, j'ai entendu des histoires sur toi et à force de te côtoyer ou de t'observer, je réalise que je me suis trompé. Mes excuses. C'est rare. Généralement, vous savez ce que les gens font. Les gens font semblant comme s'ils ne pensaient pas négativement de vous dans le passé. Leur attitude qui apparemment dans le passé était distant, directement, soudain, hey, salut, comment ça va? Parce qu'il a réalisé que tu n'es pas ce qu'il pensait. Mais ils n'ont jamais le courage de venir dire que je suis vraiment désolé. J'avais ces idées préemptives par rapport à toi qui ne sont absolument pas vraies. Excuse-moi par rapport à ça. C'est rare. Et dans les conditions, je me dis, quand quelqu'un vous déteste, pour la plupart des cas, il n'y a absolument rien que vous puissiez faire pour changer cette idée. Et voilà, inutile de se justifier ou de trouver des raisons de changer l'histoire. C'est très rare. Quand une personne ne vous aime pas, quand vous justifiez la raison pour laquelle elle est censée ne pas vous aimer, elle trouvera finalement une autre raison de ne pas vous aimer. Les gens vous diront, je ne l'aime pas parce que son attitude, il est prétentieux, orgueilleux. Eh ben, il salue pas les gens. Écoutez, vous pouvez commencer à saluer ces personnes du lundi à dimanche. La raison sera nouvelle. Ah, il fait semblant de nous saluer maintenant chaque jour. C'est comme ça. Ah, il fait semblant d'être humble. C'est un orgueil. Preuve là, il est ici. C'est comme ça. Donc, inutile d'essayer de tisser ou de charpenter une idée selon laquelle dans le cerveau des gens, ils peuvent changer leur... Vous n'êtes pas une pizza. Ok, même la pizza n'est pas aimée de tous. L'Afrique du Sud est en pleine ébullition contre les États-Unis actuellement. Les Américains viennent avec force. Ils ont accusé l'Afrique du Sud pour ce qu'ils décrivent comme détention et harcèlement des responsables américains liés à un programme de réfugiés controversé impliquant des Afrikaners blancs. En français simple, puisque nous sommes africains. Les Américains mettent la pression sur l'Afrique du Sud. Ils sont très en colère. Pourquoi? Parce que les Sud-Africains, le département de Home Affairs de l'intérieur, est parti d'après eux harceler des individuels travailleurs américains et ont publié les informations de leur passeport. J'explique. Les États-Unis d'Amérique ont rapproché l'Afrique du Sud d'avoir détenu et harcelé des responsables américains liés à un programme de réfugiés controversé concernant les Afrikaners. Les Afrikaners sont ces gens ici que vous voyez. Ils sont blancs, descendants des Hollandais, des Français, des Allemands et beaucoup d'autres choses qui sont venus en Afrique il y a très très longtemps. Ils sont partis en Afrique du Sud, principalement en Afrique australe, l'objectif d'y rester pour toujours. Contrairement aux Blancs qui sont allés en Congo, en Ouganda, au Burundi et ailleurs, en Côte d'Ivoire et tout le bazar, ils sont partis pour voler. Okay? Les Blancs qui sont partis dans ces pays là-bas, les Européens, sont partis pour voler, piller les minerais et puis ils sont allés rentrer chez eux. Les Blancs sud-africains, européens, ils sont partis dans l'objectif de conquérir des terres. C'était les conquistadors. Et leur objectif, évidemment, c'était d'améliorer ces terrains pour que ça devienne leur demeure. Ceci expliquerait la raison pour laquelle les infrastructures en Afrique du Sud sont avancées par rapport à beaucoup de pays africains. Pourquoi? Parce que ces Européens qui sont partis en Afrique australe étaient partis dans le but de rester pour toujours. Ils ne sont pas partis dans le but de voler et de partir. Vous verrez, vous remarquerez d'ailleurs dans beaucoup de pays africains, vous remarquerez que les meilleures routes, en tout cas les anciennes routes, sont des routes provenant d'une ville minière ou là où on trouve quelque chose d'important, vers les côtes. De la ville minière vers les côtes. Pourquoi? Parce que l'objectif était de voler et de partir. Il fallait donc des routes fonctionnelles. Ville minière, ce sont les meilleures routes d'il y a avant. Peut-être qu'aujourd'hui les choses ont changé, mais dans le passé c'était ça. L'objectif était voler et partir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les Afrikaners ont fait des enfants. Ces enfants font partie de la communauté sud-africaine aujourd'hui. Donald Trump a accusé l'Afrique du Sud, il n'y a pas très longtemps, de faire semblant de ne pas réaliser qu'il y avait un génocide contre les Blancs sud-africains. Quel genre de génocide? Trump a dit que les fermiers sud-africains étaient tués par des Noirs. Et le gouvernement sud-africain faisait semblant de ne pas voir cette réalité. Est-ce une réalité vraie? Y a-t-il des Blancs sud-africains qui meurent? Les fermiers? Absolument, c'est une réalité. Est-ce que cela mérite d'avoir l'attention nécessaire? Oui, ça mérite l'attention nécessaire. Mais y a-t-il que des Blancs qui sont tués? Absolument pas. Il y a aussi des fermiers noirs qui sont tués. C'est-à-dire que l'Afrique du Sud traverse un moment très difficile en ce qui concerne la criminalité. C'est un pays criminel. Il y a beaucoup de criminels. En effet, dans le pays, vous remarquerez qu'il y a beaucoup plus d'agents de sécurité qu'il y a de la police additionnée à l'armée. Il y a plus de gens embauchés en sécurité qu'il y a des gens à la police et à l'armée combinés. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de crimes. Et est-ce qu'on peut finir ce crime en Afrique du Sud? Oui, c'est une possibilité. Les crimes sont violents, malheureusement. On peut finir les crimes, mais pourquoi on le finit pas? On le finit pas parce que voilà, ça crée le boulot. Il faut dire la vérité. Ces gens-là qui sont responsables et propriétaires d'entreprises de sécurité, veulent-ils vraiment que le crime finisse? Parce que la raison pour laquelle ils vendent et font de l'argent, ils ont des contrats, c'est parce que les individuels ont peur de criminalité.
S'il n'y a plus de peur de criminalité, y aura-t-il de business? Et toutes ces personnes qui sont embauchées, 500 000 personnes les plus embauchées par le secteur de sécurité, qui en prendra charge? Point d'interrogation. Rentrons dans notre sujet. Les Américains accusent l'Afrique du Sud disant que 2 employés du gouvernement américain, des agents de l'UCIC chargés des réfugiés, ont été brièvement détenus lors de la descente, interrogés puis relâchés. Donc des agents américains auraient été détenus par des Sud-Africains. Vous savez, généralement, ces genres d'histoires ne se font pas. On peut pas on évite ce genre de bêtises. Pourquoi l'Afrique du Sud a fait ça? Parce que l'Afrique du Sud a eu un rapport d'intelligentsia, un rapport de renseignement, disant qu'il y avait des Kenyans qui travaillaient avec des Américains. En effet, Donald Trump, dans son système, a cherché un contracteur du Kenya, c'est-à-dire chercher une entreprise basée au Kenya, pour aller en Afrique du Sud, après avoir accusé l'Afrique du Sud de génocide, traiter les dossiers des Blancs qui veulent partir aux États-Unis sous prétexte qu'ils sont en train de fuir le génocide en Afrique du Sud. Je répète, Donald Trump va au Kenya chercher des contracteurs. Il ne cherche pas des Sud-Africains, mais il cherche des Kenyans. Vous voyez comment on sème la division entre vous? Il va chercher des Kenyans au Kenya pour aller traiter des dossiers en Afrique du Sud qui accusent les Noirs sud-africains de tuer des Blancs sud-africains. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ces Kenyans sont d'abord initialement partis à l'ambassade sud-africaine au Kenya pour demander un visa de travail. Pour travailler évidemment en Afrique du Sud en tant qu'étranger, il faut avoir un visa de travail. L'Afrique du Sud, à travers son ambassade, manifestement, ne voulant pas affirmer ces accusations qui, d'après eux, sont fausses, parce que quand vous donnez un visa à une personne de travail pour aller travailler dans une institution qui a pour objectif de traiter les dossiers des gens qui sont prétendument victimes de génocide dont vous niez, vous êtes en train, indirectement, de reconnaître ce génocide, n'est-ce pas? Alors ils ont dit non, on ne vous donnera pas de visa de travail. Alors, après avoir été ineffectifs dans cette histoire de visa de travail, ces Kenyans sont repartis demander un visa de touriste. Ils ont reçu des visas de tourisme. Ils sont arrivés en Afrique du Sud, on ne sait pas comment, dans quelle façon, ils ont commencé à travailler malgré le visa de tourisme, qui n'autorise pas l'emploi ou autre chose. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui se disent. Est-ce que les Kenyans ont pris la décision seuls de prendre un visa de touriste, puisque c'est plus facile à obtenir, et aller travailler illégalement en Afrique du Sud, ou bien les Américains qui les ont embauchés dans ce contrat ont dit, venez, on va vous chercher un visa de travail à partir d'ici, ça sera plus facile. Mais arrivés en Afrique du Sud, ils ont commencé déjà à travailler en attente que ce visa soit délivré. Maintenant, le département de l'Intérieur sud-africain avait appris la présence de ces Kenyans qui ont vu leur visa de travail refusé, mais sont venus avec un visa de tourisme. Mais ils ont entendu dire que ces Kenyans étaient en train de procéder ces documents, ces dossiers de demande de visa aux États-Unis, de relocation de blancs sud-africains sous prétexte de génocide. Alors ils sont partis pour aller vérifier, pour aller évidemment faire ça. Arrivés au bureau, ils ont arrêté 7 Kenyans. 7 Kenyans arrêtés, et en addition à ces 7 Kenyans, il y avait 2 individus qui étaient américains. Ils ont arrêté des Américains. Ça sera très vite après avoir réalisé qu'ils étaient américains qu'on va les relâcher. Alors les États-Unis d'Amérique ont saisi cette opportunité, disant, dans une déclaration du 18 décembre, intitulée « Doxing et harcèlement des responsables américains » par le gouvernement sud-africain, ils disent « Le département d'État affirme que les autorités sud-africaines avaient rendu publiques les informations des passeports des responsables américains impliqués dans le programme de réfugiés. » Ils ont qualifié cet acte de forme inacceptable d'harcèlement, mettant les responsables en danger et constituant une tentative d'intimidation. Le département d'État américain a dit le 18 décembre. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Je pense que c'est important de le voir. Premièrement, l'Afrique du Sud et les États-Unis dans leurs relations, ça ne fonctionne pas du tout actuellement. Quoi que les Sud-Africains fassent, ça ne marche pas. D'ailleurs, rappelez-vous, au tout départ, M. Trump avait accusé l'Afrique du Sud de génocide. The leadership is doing some terrible things, horrible things. So that's under investigation right now. We'll make a determination. And until such time as we find out what South Africa is doing, they're taking away land, they're confiscating land. L'Afrique du Sud a très rapidement dépêché une équipe des gens, dont le président de la République lui-même, chose qui ne se fait presque jamais, partant dans la Maison Blanche, dans ce qui était censé être une discussion qui très rapidement s'est transformée à une justification en direct international d'un président d'un pays souverain à un autre président d'un pays souverain. C'était humiliant. Regardez l'image. Humiliant qu'un pays noir africain parte en Amérique pour aller se justifier d'une histoire qui, d'après eux, n'est pas une réalité. Notre politique gouvernementale est totalement contraire à ces propos, même au Parlement. Mais vous leur permettez de s'emparer des terres. Lorsqu'ils tuent les agriculteurs blancs, il ne leur arrive rien. Alors, après cela, l'Afrique du Sud a voulu démontrer que ces images que vous avez ne sont pas tout à fait conformes à la réalité. D'ailleurs, une des images que M. Trump avait présentées en papier était une image des victimes d'Ebola en République démocratique du Congo. Ça n'avait absolument rien à voir avec ce qui se passe en Afrique du Sud sous prétexte de génocide. Alors, les Sud-Africains espérant prêcher dans une terre fertile, ont vu leur prédication s'assécher. Qu'est-ce qui s'est passé? La pression de Trump ne s'arrêtait pas.
Trump a coupé AGOA, qui permet aux Sud-Africains de pouvoir exporter leurs produits avec un taxe réduit ou sans taxe. Trump a coupé le programme PEPFAR, qui permettait à beaucoup de Sud-Africains atteints du VIH de recevoir des médicaments et autre chose, gratos, venant des États-Unis d'Amérique. Trump a mis beaucoup de pression sur l'Afrique du Sud. Trump a boycotté l'événement du G20, qui était pour la toute première fois tenu en Afrique, dans un pays africain. Trump a refusé de faire partie de cet événement. Et aussi, à la fin de l'événement, a demandé à un chargé d'affaires de l'ambassade. Un chargé d'affaires, c'est un simple diplomate. Ce n'est pas un diplomate de calibre. Un chargé d'affaires d'aller faire la remise aux reprises avec le président de la République. Chose qui ne se fait pas. Les remises et reprises du G20 se font entre présidents de la République, pas avec un chargé d'affaires. On pourrait même comprendre que ce soit un ambassadeur parce que le président est très occupé. Mais pas un ambassadeur, un chargé d'affaires. Les Sud-Africains n'ont pas aimé ça. Alors ça, c'est la négligence et le sabotage. On ne peut pas accepter ce genre d'humiliation. Le président sud-africain a refusé de faire ça. Ils ont envoyé un monsieur au niveau du chargé d'affaires pour aller récupérer ce qu'il avait récupéré comme document. Les États-Unis n'ont pas aimé ça. C'est juste après ça que les États-Unis ont déclaré ouvertement que l'Afrique du Sud ne sera pas invitée au G20 2026 à Miami. C'est officiel. Les Sud-Africains ont dit non, vous n'avez pas le droit de nous exclure parce que le G20 ne vous appartient pas. Nous sommes tous participants, mais jusque-là, en ce que nous comprenons, les Sud-Africains ne sont pas invités au G20. Maintenant, est-ce qu'il y a-t-il quelque chose que les Sud-Africains puissent faire, que les Américains vont aimer ou leur feront changer d'avis? Je ne sais pas. La deuxième question importante ici est celle-ci. Vous voyez comment il est très facile de mener un pays africain contre un autre. Très rapidement, pendant que la relation américo-sud-africaine se détériore, la relation entre Américains et Kenyans s'améliore. Ok, c'est une façon de dire. Regardez comment on traite les Kenyans, puisqu'ils nous respectent. Si vous nous traitez comme les Kenyans nous respectent, on va aussi vous traiter comme on traite les Kenyans. Je vous rappelle ici qu'à l'arrivée de Trump, Monsieur Ruto, ce monsieur ici, avait fait une déclaration ouverte disant qu'il aime bien les Chinois. Il apprécie les Chinois parce que ils sont en train de gagner avec les Chinois. The high-level conversation with China. Et les discussions de haut niveau avec la Chine. Ils ont convenu d'un accord de réciprocité entre le Kenya et la Chine. Ils ont accepté de supprimer tous les droits de douane sur notre thé, notre café, nos avocats et toutes nos autres exportations agricoles. And all other agricultural exports. C'est une relation gagnant-gagnant. Les Chinois sont importants. Trump était très rapidement fâché. En tout cas, son bureau a lancé un message disant qu'ils allaient enlever le Kenya de la liste des pays amis à l'OTAN, parce qu'il profitait évidemment de certaines histoires. Ils ont dit ça ouvertement. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Le Kenya a délégué une équipe pour payer une entreprise $190 000 le mois pour faire du lobbying. Le lobbying pour objectif d'améliorer l'image du Kenya aux États-Unis d'Amérique. Pendant que les Kenyans ont besoin d'argent, il y a beaucoup de docteurs qui sont très mal payés, qui souvent sortent dans les rues demandant une rémunération plus améliorée. Le Kenya paye $190 000, $190 000 à un individu aux États-Unis. Son boulot, c'est seulement aller parler au Sénat, aller discuter sur le Kenya, aller dire des choses positives. C'est un Américain, un ami de Trump. Et c'est à partir de là que la relation entre le Kenya et les États-Unis a changé. Il n'y a pas plus d'un mois que les officiels kenyans et américains se sont rencontrés à plusieurs reprises. Ils ont signé un deal sur la santé pour que les États-Unis aident le Kenya. Mais en attendant, avec l'Afrique du Sud, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que l'Afrique du Sud, a envoyé le pays qu'on ne cite pas là-bas, à l'ICC. Numéro 2, parce que l'Afrique du Sud a renforcé sa relation avec les pays de l'Est. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il faut s'aider dans ces conditions? Pensez-vous que l'Afrique du Sud avait vraiment publié les informations dans le passeport de ces individuels américains? Ou bien ce sont des excuses, évidemment. Si cette excuse ici ne fonctionne pas, il faut en chercher une autre pour vouloir noyer son ennemi. Faites-moi savoir, j'aurai beaucoup de plaisir. God bless.